Bonjour à tous les abonnés de la chaîne Retraite sereine. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est le témoignage du regret douloureux d'une femme. Mon mari, qui gagnait 2000 € par mois, a vécu chez nous pendant 4 ans comme un gendre hébergé. Ma mère le méprisait pour son manque de réussite, et moi aussi. Puis, un jour, mon mari est parti pour le travail et n'est jamais revenu. Après de longues recherches, je me suis rendu à son entreprise où j'ai entendu de la bouche de son supérieur une phrase choquante qui m'a laissé pétrifié sur place. Cette année, j'ai 30 ans, un âge que l'on dit être celui de la plus belle maturité pour une femme. J'ai bâti une carrière que beaucoup pourraient m'envier. Chef d'équipe marketing dans une multinationale, mon salaire annuel dépasse les 100 000 €. Je vis avec ma mère dans un luxueux appartement du 16e arrondissement de Paris, menant une vie brillante où rien ne me manque et où tout semble se dérouler selon mes désirs. Ma vie entière paraissait sous mon contrôle. À une exception près, mon mariage. Mon mari s'appelle Julien Moreau. Ce n'est pas l'homme que j'ai choisi, mais celui que ma mère a sélectionné pour moi. Pour être plus précise, c'est celui qu'elle a repêché après plusieurs de mes rendez-vous arrangés infructueux. Il y a 4 ans, à mes 26 ans, ma mère a commencé à s'impatienter. Elle craignait que sa fille, si brillante et exigeante, ne laisse passer sa chance de se marier. C'est alors que Julien est apparu. Il était le fils d'une amie d'enfance de ma mère, originaire de Bretagne, monté à Paris pour travailler comme technicien dans une entreprise d'électronique. Si ma mère l'a apprécié, ce n'était pas pour son talent ou sa richesse. C'était pour son air doux et honnête, et surtout pour ses origines modestes. Avec un homme comme ça, tu ne te feras pas écraser et tu garderas le contrôle à la maison, disait-elle. À l'époque, je m'y suis opposé avec véhémence. Comment pouvais-je épouser un simple technicien à 2000 € par mois? C'était une humiliation immense pour moi. Mais ma mère a tout essayé, des larmes aux supplications, jusqu'à la menace de couper les ponts si je n'obéissais pas. Finalement, j'ai fermé les yeux et me suis lancé dans ce mariage sans amour à une seule condition, que Julien vienne vivre chez nous. Ma mère était ravie. Pour elle, prendre un gendre sous notre toit était une preuve de notre statut et un excellent moyen de tester s'il ne se mariait que pour l'argent. Pendant ces 4 dernières années, Julien a vécu dans cette maison en étant traité conformément à son statut de gendre hébergé, voire pire. Jamais il n'a partagé notre table lors des réunions de famille et il n'a jamais été présenté officiellement à mes amis ou partenaires d'affaires. À nos yeux, ma mère et moi, il n'était qu'une ombre, un domestique gratuit, une présence fantomatique. Parfois, j'en oubliais même que j'étais marié. Notre appartement a 3 chambres. La mienne, la plus grande, celle de ma mère, et une petite pièce qui servait de bureau, que nous avons vidée pour la donner à Julien. Dès notre première nuit de noces, je lui ai dit froidement « Nous ferons chambre à part. N'entre jamais dans ma chambre sans ma permission. » Il a simplement hoché la tête en silence, sans aucune protestation ni question. Son attitude, cette façon d'accepter tout si facilement, n'a fait qu'amplifier mon mépris. Je le considérais comme un homme sans fierté ni caractère. Notre vie s'est écoulée ainsi, dans une froideur extrême. Le jour, je me plongeais frénétiquement dans mon travail. Je participais à d'innombrables réunions, voyages d'affaires et soirées mondaines, cultivant l'image d'une femme célibataire et accomplie. Au bureau, personne ne savait que j'étais marié, je ne portais pas d'alliance, et le mot « famille » ne franchissait jamais mes lèvres. Le soir, en rentrant, je voyais la silhouette de Julien s'affairer dans la cuisine pour préparer le dîner. Nous étions toujours 3 à table, mais l'ambiance était aussi lourde que si nous étions 10. Ma mère et moi parlions du bureau, de shopping, des hommes riches qui me tournaient autour. Julien, lui, mangeait en silence avant de faire la vaisselle discrètement. Il ressemblait à une machine programmée, sans émotion ni plainte. Je ne lui ai jamais posé de questions sur son travail, ses amis ou ses parents restaient en province. Cela ne m'intéressait pas. Dans mon esprit, ce mariage n'était qu'une étape temporaire. J'attendais l'homme qui me mériterait vraiment, celui qui pourrait se tenir à mes côtés au sommet du succès. Le jour venu, je comptais bien me débarrasser de ce technicien de province sans le moindre regret. Pendant 4 ans, j'ai vécu dans cette arrogance, me croyant le centre du monde. J'ignorais alors à quel point le prix de cette arrogance et de cette étroitesse d'esprit serait exorbitant. Si quelqu'un me demandait comment était la vie de mon mari ces 4 dernières années, je n'aurais rien d'autre à dire que 2 mots,
sèche et monotone. Mais si l'on me demandait ce qu'il a fait pour ma mère et moi, je pourrais réciter une très longue liste. Chaque matin à 6 heures, Julien était déjà debout. Il allait au marché, puis préparait le petit déjeuner pour toute la famille. Ma mère, à l'estomac fragile, ne mangeait qu'une purée de légumes maison, tandis que moi, j'aimais mes tartines de pain frais, avec un œuf à la coque et un jus d'orange pressé sans sucre. Il ne s'est jamais trompé une seule fois sur nos préférences. La purée de ma mère était toujours chaude et onctueuse, et mon œuf était toujours parfaitement cuit. Après notre départ, il nettoyait l'appartement. Nos 120 mètres carrés brillaient en permanence, sans une trace de poussière. Nos vêtements, à ma mère et à moi, étaient lavés à la main selon leur type, séchés puis impeccablement repassés avant d'être rangés dans nos armoires. Ma mère chérissait son petit jardin d'orchidées sur le balcon plus que de l'or. Julien en prenait soin avec encore plus de dévotion qu'elle. Il lisait des livres sur le sujet, étudiait les méthodes de fertilisation et d'arrosage. Grâce à lui, le jardin d'orchidées de ma mère offrait chaque année une floraison spectaculaire, qu'il s'agisse d'une ampoule grillée, d'un robinet qui fuit ou de la machine à laver complexe. Julien réparait tout en un clin d'œil. Un jour, ma mère a glissé d'un ton mordant. Il est adroit de ses mains, c'est un technicien après tout. C'est bien la seule chose qu'il est pour lui. En entendant cela, Julien a continué son travail sans un mot. Son silence m'exaspérait. S'il s'était au moins défendu ou énervé, j'aurais eu une raison de l'insulter. Mais il ne le faisait jamais. Il était comme un puits profond, avalant sans un bruit tout le mépris que nous lui jetions. Son attitude soumise a rendu ma mère encore plus arrogante. Elle le traitait comme un serviteur. Un jour, alors que des amis de ma mère étaient venus nous rendre visite, l'une d'elles a vu Julien en train de nettoyer le parquet et a demandé innocemment « Mais où as-tu trouvé un employé de maison si travailleur et si gentil ?» Ma mère a répondu avec un petit rire dédaigneux. « Oh, c'est de la famille. Un pauvre cousin de province que j'ai recueilli. » J'étais assise juste à côté. J'ai tout entendu, mais je n'ai pas dit un mot pour le défendre. Au contraire, j'ai trouvé la réponse de ma mère logique. Après tout, nous l'avions bien recueilli. Une fois, je suis rentré ivre-morte après une soirée très arrosée avec des clients. À peine la porte franchie, j'ai vomi abondamment dans l'entrée. Julien s'est précipité, m'a aidé à rejoindre ma chambre, a nettoyé mon visage avec une serviette chaude et m'a même préparé une infusion au gingembre pour la gueule de bois. Il est resté assis près de mon lit toute la nuit pour veiller sur moi. Le lendemain matin, à mon réveil, le sol était propre et mes vêtements souillés avaient été lavés. Mais au lieu de le remercier, je lui ai lancé froidement. La prochaine fois, n'entre pas dans ma chambre comme ça. Il m'a regardé. J'ai cru déceler une émotion indéfinissable dans son regard, puis il a tourné le dos en silence. La vie de Julien semblait tourner uniquement autour de cette maison, de ma mère et de moi. Il n'avait pas d'amis, pas de sortie. Il ne quittait presque jamais l'appartement. Je ne l'ai jamais vu s'acheter un vêtement neuf ou une paire de chaussures correctes. Les tenues qu'il portait pour aller travailler étaient de vieilles chemises et des pantalons usés. Je pensais que c'était parce qu'il était pauvre, que son maigre salaire ne le lui permettait pas. Parfois, je lui jetais de vieux vêtements de mon père en disant d'un air généreux « Prends ça au moins. Les gens vont croire qu'on te maltraite ici. » Il acceptait les vêtements sans un mot, mais je ne l'ai jamais vu les porter. En y repensant aujourd'hui, je mesure à quel point j'étais stupide. J'ai vécu 4 ans sous le même toit qu'un homme, partageant la même table, mais je ne savais absolument rien de lui. J'ignorais la nature exacte de son travail, ses passions, ses rêves. Tout ce que je savais, c'est qu'il était un technicien de Provence avec un salaire de 2000 €, vivant chez nous comme un gendre hébergé. Et avec cette information fragmentaire, je me suis cru autorisé à juger sa valeur, à le mépriser. Je croyais si fort en ce que je voyais que j'en avais oublié la vérité de l'iceberg. Les 7/8 sont immergés. Les vacances de fin d'année furent particulièrement longues. Son entreprise lui avait accordé un congé jusqu'au 7 janvier. L'ambiance à la maison était, comme toujours, glaciale. J'étais occupé à voir mes amis et partenaires, participant aux soirées du Nouvel An. Ma mère, de son côté, passait ses journées à l'extérieur, rendant visite à la famille et à ses amis pour présenter ses vœux. Julien était le seul à rester à la maison. Il nettoyait, préparait les repas de fête et cuisinait pour ma mère et moi lorsque nous rentrions après nous être bien amusés. Il faisait tout cela en silence,
comme si c'était sa responsabilité la plus naturelle. Le premier jour de travail après les vacances, je me suis levé assez tard. En sortant de ma chambre, j'ai vu que Julien avait déjà préparé le petit déjeuner. Il portait sa tenue de travail habituelle, une chemise bleue claire délavée et un pantalon noir dont les genoux brillaient d'usure. D'une voix aussi neutre que d'habitude, il a dit « Je pars au travail, le petit déjeuner est sur la table ». Sans même le regarder, j'ai répondu distraitement « Même, ce fut la dernière fois que je l'ai vu à la maison. Ce soir-là, après une journée harassante, je suis rentré. L'appartement, sombre et froid, m'a semblé étrange. D'habitude, à cette heure, Julien serait rentré et affairé dans la cuisine. La faim m'a rendu irritable. Encore des heures supplémentaires, sans doute. Une boîte minable qui fait faire des heures sup à n'en plus finir, ai-je grommelé intérieurement. Je me suis commandé un repas et me suis replongé dans mon travail. Ma mère, en rentrant plus tard, a fait quelques remarques sur la maison vide, mais elle a aussi supposé que Julien était retenu par son travail. Ni elle ni moi ne nous sommes inquiétés. Son absence ne représentait qu'un léger désagrément dans notre routine. Mais le lendemain, Julien n'était toujours pas rentré. Personne pour préparer le petit déjeuner, et la maison commençait lentement à se salir. Ma mère est devenue anxieuse. Elle arpentait le salon en marmonnant. Et s'il lui était arrivé quelque chose sur le chemin, un accident? J'ai répondu avec agacement. Maman, tu t'inquiètes pour rien. Il a dû bouder et est reparti dans sa campagne pour faire une crise. Avec sa fierté mal placée de provincial, laisse-le faire. Quand il n'aura plus d'argent, il reviendra en rampant. Je ne sais pas si mes paroles ont rassuré ma mère ou si elle voulait simplement y croire. Mais au fond de moi, une vague anxiété commençait à poindre. J'ai tenté de l'ignorer, me disant « S'il disparaît, tant mieux. Ce sera une excellente excuse pour divorcer. Un mari qui abandonne le domicile conjugal sans un mot. Quel scénario parfait. » Mais ma façade de force s'est effondrée le 3e jour. Julien était toujours sans nouvelles. Son téléphone était éteint, chaque appel se soldant par la voix froide et mécanique d'un répondeur. La maison, privée de son ombre silencieuse, semblait étrangement vide et lugubre. Les innombrables tâches ménagères qu'il accomplissait chaque jour sans un mot, privés de leur maître, révélaient leur importance en plongeant la maison dans le chaos. Mon indifférence s'est peu à peu transformée en irritation, en colère, et peu, être en quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Je ne voulais pas admettre ce sentiment, mais plus son absence se prolongeait, plus il grandissait. Le chaos ne s'est pas abattu sur nous comme une tempête, il s'est infiltré dans nos vies, lentement et insidieusement, comme de la moisissure. Les premiers jours, le plus gros problème fut les repas. Ma mère et moi n'étions pas habitués à la cuisine. Les bons petits plats chauds sont devenus un luxe, et nous avons commencé à dépendre des services de livraison. Mais même les plats les plus chers et sophistiqués devenaient lassants à force. Ils ne pouvaient rivaliser avec la cuisine simple, mais parfaitement à notre goût de Julien. Ma mère s'est plainte que ses maux d'estomac revenaient. Ensuite, ce fut le tour des tâches ménagères. Le panier à linge débordait de vêtements sales, le sol semblait collant. La vaisselle sale s'accumulait dans l'évier, personne ne voulant la faire. Le jardin d'orchidées de ma mère, faute de soins, commençait à se flétrir. Tout l'ordre que Julien avait discrètement maintenu pendant 4 ans s'était complètement effondré. Notre luxueux appartement s'était transformé en une véritable porcherie. Un matin, alors que je me préparais en hâte pour le travail, le chauffe-eau de la salle de bain est soudainement tombé en panne. Surprise par le jet d'eau glacée, je suis sorti, en courant, une serviette autour de moi, pour appeler ma mère. Elle a bataillé un long moment avec l'appareil, sans succès. En soupirant, elle a dit « Si Julien était là, il aurait réparé ça en un rien de temps. Qui va-t-on appeler maintenant ?» Cette simple phrase de ma mère a attisé le feu de la colère qui couvait en moi. Une colère contre ma propre impuissance et contre cet homme qui avait disparu en nous laissant dans ce désordre. J'ai crié « Maman, pourquoi tu parles encore de lui? On ne va pas mourir de faim sans lui, quand même. Je vais appeler un réparateur. » Folle de rage, j'ai cherché le numéro d'une entreprise de dépannage. Le technicien, arrivé 1 heure plus tard, a jeté un bref coup d'œil et a déclaré nonchalamment « La pièce principale est complètement fichue. C'est un peu compliqué à remplacer, ça va vous coûter plusieurs centaines d'euros. » Je suis resté sans voix. Ce n'était pas une somme énorme,
Mais je me suis souvenu que lorsque le même problème s'était produit, Julien l'avait réparé en 30 minutes avec sa vieille boîte à outils. Ma colère s'est transformée en désarroi. Je commençais à réaliser à quel point j'étais dépendante de Julien. C'était une vérité que je n'avais jamais voulu admettre. Il n'était pas seulement un mari de façade, mais aussi un majordome, un cuisinier, un réparateur, un jardinier. Il accomplissait tout si parfaitement que ma mère et moi considérions cela comme normal. Maintenant qu'il était parti, nous réalisions enfin quel pilier essentiel nous avions perdu. Ma colère initiale s'est muée en une véritable inquiétude, pas pour lui, mais pour ma propre vie. S'il ne revenait pas, devions-nous continuer à vivre comme ça? Ma fierté de directrice marketing m'empêchait d'admettre que j'avais besoin de lui. Devant ma mère, je feignais d'être forte, capable de tout gérer, mais chaque nuit, seul dans ma grande chambre, le tic-tac régulier de l'horloge me plongeait dans un vide angoissant. L'anxiété, telle une bête féroce, rongeait ma sérénité et ne cessait de grandir. J'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je ne pouvais plus attendre sans rien faire, sans espoir. Notre patience, à ma mère et à moi, a atteint ses limites le 5e matin de l'absence de Julien. La veille au soir, l'ampoule du salon avait grillé. La grande pièce était plongée dans une obscurité pesante et ma mère a failli tomber en se cognant contre le coin d'une table. En se massant la jambe, elle s'est plainte sans fin. « Je n'en peux plus. Appelle son entreprise immédiatement. Il faut savoir s'il va travailler ou s'il s'est enfui quelque part. Cette fois, il faut en finir. » Ma mère avait lancé un ultimatum. En vérité, j'y pensais aussi. Mais ma fierté m'en empêchait. Appeler l'entreprise de mon mari pour demander où il se trouvait revenait à admettre l'échec de ma vie de couple. Cependant, la situation ne me laissait plus le choix. L'inconfort et le chaos à la maison avaient vaincu mon orgueil. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai cherché le numéro de l'entreprise de Julien dans mes contacts. Un numéro que j'avais enregistré lors des préparatifs du mariage et que je n'avais jamais composé. En appuyant sur la touche d'appel, mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. Je me suis dit de rester calme, d'adopter le ton d'un supérieur vérifiant un de ses subordonnés. Après quelques sonneries, une voix de jeune femme a répondu « Exatech, bonjour, j'ai éclairci ma voix, m'efforçant de paraître aussi professionnel que possible. Bonjour, je m'appelle Sophie Leclerc. J'aurais une question concernant l'un de vos employés, Monsieur Julien Moreau. Il travaille dans l'équipe technique, je crois. Oui? Excusez-moi, quelle est votre relation avec Monsieur Moreau? La question polie de l'employé m'a prise au dépourvu. Ma relation? J'étais sa femme, mais je ne voulais pas l'admettre devant une inconnue. J'ai hésité un instant avant de marmonner. Je suis de sa famille. Ah, d'accord. Quelle information souhaitez-vous? Je voudrais savoir si M. Moreau est venu travailler ces derniers jours et quel est son planning. Je suis allé droit au but. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, suivi du bruit d'un clavier. Puis, d'une voix un peu surprise, l'employé a répondu « Oh, mais vous n'étiez pas au courant? M. Moreau a été muté dans notre centre de recherche en province. » J'ai senti mon corps se glacer. Une mutation en province? Pourquoi n'étais-je au courant de rien? Il ne m'avait pas dit un mot. Où a-t-il été muté? Et depuis quand? Ma voix était devenue anxieuse. J'avais perdu tout mon calme. Oui, dans notre centre de recherche du groupe, dans les Alpes. La décision de sa mutation a été prise avant les vacances de fin d'année. Il n'a pas travaillé ici depuis la reprise. Cette information m'a donné le vertige. S'il avait été muté avant les fêtes, pourquoi, le premier matin de la reprise, avait-il enfilé sa tenue de travail et dit « Je pars au travail ». Où était-il allé ce jour-là? Il m'avait menti. La contradiction entre les dires de l'employé et le comportement de Julien ce matin-là m'a plongé dans une confusion et un doute extrême. Pourquoi avait-il dû me cacher une information si importante? Et quel était ce centre de recherche perdu dans les montagnes? Pourriez-vous me donner plus de détails sur son nouveau département ou un contact? Ai-je demandé précipitamment. Ah, ça, je ne sais pas. J'ai entendu dire que c'était une mutation interne décidée directement par le siège et que c'était confidentiel. Notre filiale n'a pas les détails. Tout ce que je sais, c'est qu'il est parti pour participer à un projet très important. Confidentiel, important. Ces deux mots résonnaient dans ma tête. Quel projet si important et secret pouvait bien concerner un simple technicien?
C'était absurde. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur ma chaise, abasourdi. L'information que je venais d'obtenir, loin de résoudre mes interrogations, rendait tout plus complexe et mystérieux. La disparition de Julien n'était plus une simple fugue. Derrière elle se cachait une vérité dont j'ignorais tout. Le doute et la curiosité, plus forts que la colère et l'irritation, ont commencé à germer en moi. Pour la première fois en 4 ans, j'ai eu envie de savoir sincèrement qui était cet homme que j'avais toujours méprisé. Après cet appel, je suis resté figé dans ma chambre. Mutation avant les fêtes, centre de recherche, projet important, confidentialité. Les mots de l'employé résonnaient dans mon esprit. Chaque mot était comme un éclat de verre brisant le monde arrogant que je m'étais construit. Tout était contradictoire, incompréhensible. Pourquoi m'avait-il menti? Pourquoi confier un projet secret si important à un simple technicien? Ma tête était un écheveau de fils emmêlés. J'ai tout raconté à ma mère, mais elle était aussi confuse que moi. Elle a d'abord pensé que l'entreprise mentait, puis a émis l'hypothèse que Julien était impliqué dans quelque chose d'illégal et qu'il avait fui. Ces suppositions ne faisaient qu'aggraver mon mal de tête. J'avais besoin de l'avis de quelqu'un de plus objectif, quelqu'un qui pourrait m'aider à démêler cette situation chaotique. J'ai immédiatement pensé à ma seule véritable amie, Chloé. Nous étions amis depuis l'université. Elle n'avait pas une carrière aussi flamboyante que la mienne, mais elle était heureuse, chef d'équipe dans une agence de communication de taille moyenne, mariée et surtout, dotée d'un jugement très rationnel et perspicace. Je l'ai appelée pour que nous nous retrouvions dans notre café habituel, un endroit calme où nous pourrions parler. Assise en face de moi, Chloé a écouté patiemment mon histoire, de la disparition soudaine de Julien au chaos à la maison, en passant par mon appel incompréhensible à son entreprise. Je continuais à jouer le rôle de l'épouse exaspérée par son mari incompétent, me plaignant sur un ton méprisant. Une fois mon récit terminé, Chloé ne s'est pas précipitée pour donner des conseils. Elle a remué doucement son café, m'a regardé droit dans les yeux et m'a posé une question qui n'avait, en apparence, aucun rapport. Sophie, ces 4 dernières années, as-tu déjà pris le temps de t'asseoir et de vraiment parler avec ton mari? Je veux dire, discuter sérieusement de son travail, de ce qu'il pense? Sa question m'a laissé sans voix. Discuter? Nous n'avions jamais discuté. Je donnais des ordres, il obéissait. Je le critiquais, il se taisait. Ce n'était pas une discussion. Voyant mon silence, Chloé a soupiré et a dit lentement, en articulant chaque mot. Sophie, je crois que tu vois le problème de la mauvaise manière. Tu as décrété que Julien était un homme ordinaire, donc toutes ses actions te semblent suspectes et stupides. Mais essaie de voir les choses à l'envers. Elle a bu une gorgée de café et a poursuivi, un centre de recherche isolé. Une mutation pour un projet important et secret. N'est-ce pas le scénario typique pour un génie? Une entreprise n'envoie dans ce genre d'endroit que ses éléments les plus brillants et les plus fiables. Quel intérêt aurait-elle à faire ça pour le simple technicien que tu décris? Chaque mot de Chloé était comme une douche froide. Je n'avais jamais envisagé cette possibilité. Dans ma tête, l'équation Julien égale incompétent était gravée dans le marbre. Chloé a continué son analyse. Et le fait qu'il ait menti le matin de son départ. Être que ce n'était pas par envie de mentir, mais parce qu'il ne pouvait pas dire la vérité. Un projet avec un haut niveau de confidentialité interdit strictement toute divulgation d'informations, même à la famille. Dire qu'il partait au travail était être le seul moyen de ne pas enfreindre les règles tout en ne t'alarmant pas sur le moment. Et le fait qu'il ait supporté ton mépris et celui de ta mère pendant 4 ans en silence. Chloé m'a regardé droit dans les yeux, son regard un peu sévère. Ce n'est être pas parce qu'il est faible, mais parce que ses paroles n'avaient aucune importance pour lui. Les gens vraiment brillants ont leur propre monde intérieur, ils savent ce qu'ils valent. Les jugements basés sur des critères matériels extérieurs sont pour eux comme le bruit du vent. Ne t'es-tu jamais posé la question, Sophie? Et si ce n'était pas ton mari qui était ordinaire, mais ton regard sur lui? La dernière phrase de Chloé a frappé ma fierté, comme un coup de marteau. Je n'ai pas pu répondre un mot. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un qualifiait mon regard d'ordinaire. J'avais toujours été fier de mon intelligence, de ma perspicacité. Mais, après les paroles de Chloé, je me sentais comme une grenouille au fond de son puits, regardant le monde à travers l'étroite ouverture de mon arrogance.
La discussion avec Chloé n'avait pas résolu mon problème, mais elle avait ouvert la porte à une nouvelle possibilité que je n'aurais jamais osé imaginer. Mon mari n'était être pas celui que je croyais. Je suis rentré à la maison, le cœur lourd. Les paroles de Chloé tournaient en boucle dans ma tête. Elles m'ont forcé à reconsidérer mes 4 années de mariage sous un angle totalement différent. Pour la première fois depuis des années, je suis entré dans la chambre de Julien, non pas pour lui donner un ordre ou lui faire un reproche, mais par simple curiosité. La petite pièce était incroyablement propre et bien rangée. Tout était à sa place. Mon regard s'est arrêté sur une petite étagère dans un coin. Auparavant, je n'avais jamais prêté attention aux livres qu'il lisait. Je supposais qu'il ne lisait que de vieux manuels techniques ou des romans de gare bon marché. Mais, en y regardant de plus près, j'ai été stupéfaite. L'étagère contenait des livres très différents de ce que j'avais imaginé. Artificial Intelligence, A Modern Approach, The Theoretical Minimum, Quantum Mechanics, Advanced Algorithms and Data Structures. Tous étaient de gros volumes à couverture rigide, en anglais. J'en ai ouvert un. Il était rempli de formules et de symboles complexes, à en donner le tournis. Un simple technicien en réparation d'électroménager avait-il besoin de lire de tels ouvrages? Je me suis soudain souvenu de l'avoir vu lire dans cette pièce. Il était si absorbé qu'il ne remarquait même pas ma présence. À l'époque, j'avais ricané de son attitude de faux intellectuel. Mais ce souvenir prenait maintenant un tout autre sens. Puis je me suis souvenu de ses appels téléphoniques. Pour ne pas nous déranger, ma mère et moi, il allait toujours sur le balcon pour téléphoner. J'avais surpris quelques bribes de conversation, et ce n'était pas du bavardage anodin. Il utilisait de nombreux termes techniques, s'adressant à son interlocuteur avec un ton très professionnel et assuré, totalement différent de son attitude habituellement silencieuse et timide. Une fois, je l'avais entendu dire « Non, cette solution est inefficace. Il faut se concentrer sur la réduction de la complexité de l'algorithme récursif en refactorisant l'ensemble du module de traitement principal. » À l'époque, je n'avais rien compris et m'étais moqué intérieurement. En y repensant, la personne ridicule, c'était moi. Un autre souvenir m'est revenu. Juste avant une présentation importante, le système d'exploitation de mon ordinateur portable dernier cri avait planté. Toutes mes données cruciales étaient dessus. J'avais appelé le support informatique de mon entreprise, qui m'avait dit qu'il faudrait au moins une journée pour le réparer. Alors que j'étais désespéré, Julien avait pris silencieusement mon ordinateur. Pendant environ 2 heures, il avait tapé des lignes de commande que je ne comprenais pas sur un écran noir. Puis, comme par magie, il l'avait fait redémarrer. Toutes mes données étaient parfaitement restaurées. Quand je lui ai demandé comment il avait fait, il s'est contenté de sourire gentiment et de dire « J'ai eu de la chance, je pense. » À l'époque, j'avais vraiment cru que c'était de la chance. Je me suis assis sur son lit, chancelante. Tous les indices étaient là, sous mes yeux, depuis 4 ans. Mais je n'avais rien vu. Ou plutôt, j'avais refusé de voir. L'arrogance et les préjugés m'avaient bandé les yeux, m'empêchant de voir autre chose que l'image que je m'étais faite de Julien, un homme de Provence, avec une éducation et un travail modeste. D'une main tremblante, j'ai ouvert mon téléphone pour consulter ses réseaux sociaux. Il postait très rarement, mais une publication datant d'environ 1 an a attiré mon attention. Sous une photo d'un coucher de soleil sur une mer immense, il y avait une courte légende. Une mer vaste pour que les poissons nagent à leur guise, un ciel haut pour que les oiseaux volent librement. Si j'avais lu cette phrase à l'époque, je l'aurais trouvée mièvre et j'en aurais ri. Mais en la relisant dans le contexte actuel, elle sonnait comme un soupir, un désir de liberté réprimé. Être que cette maison, ce mariage, était la cage qui l'emprisonnait, et que son départ était sa façon de trouver sa propre mer vaste, son propre ciel haut. J'ai soudain compris, je ne savais rien, absolument rien de cet homme. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les fragments de souvenirs et les suppositions se sont heurtés dans ma tête, créant une immense tempête de confusion. L'image du mari silencieux et soumis que j'avais connu pendant 4 ans et celle du génie caché esquissé par Chloé s'affrontaient. Je ne savais plus laquelle était la vraie. Le fait de ne plus rien savoir, de ne plus rien contrôler, moi qui avais toujours tout maîtrisé, me plongeait dans une angoisse terrible. Le lendemain matin, je me suis réveillé les traits tirés, mais avec une résolution claire dans mon esprit. Je ne pouvais plus rester dans le doute. Je ne pouvais plus vivre un jour de plus dans cette incertitude. Je devais trouver la vérité sur l'homme qu'était Julien.
la vérité sur son travail, et la vérité sur la raison de son départ silencieux. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air fatigué, mais mon regard était déterminé. Je n'étais plus en colère à cause des désagréments causés par son départ. À la place, une curiosité sans précédent pour cet homme que j'appelais mon mari, et une forte impulsion de connaître la vérité, avaient pris le dessus. Ce n'était pas par amour ou par intérêt, c'était par fierté blessée. Comment pouvais-je accepter d'avoir été trompé pendant si longtemps, ou pire, de m'être trompé moi-même? J'ai décidé de prendre ma journée. J'ai appelé ma secrétaire, lui disant qu'une urgence familiale m'obligeait à annuler tous mes rendez-vous. C'était presque sans précédent pour moi, qui avais toujours fait du travail ma priorité absolue. Mais aujourd'hui, trouver des réponses était plus important. J'ai ouvert ma garde-robe et choisi mes vêtements avec soin. Pas de tailleur flashy ou de marque de luxe, mais un ensemble sobre et élégant, un tailleur pantalon noir bien coupé et une chemise blanche. Je voulais paraître forte, professionnelle, et ne montrer aucune faiblesse. Ce n'était pas la visite d'une épouse à la recherche de son mari. C'était la démarche d'une directrice d'entreprise en quête d'information. Je me suis maquillé légèrement, juste assez pour masquer la fatigue et souligner la détermination dans mon regard. Je devais adopter la posture de celle qui pose les questions, de celle qui a le contrôle. Quand je suis arrivé dans le salon, ma mère m'a demandé, surprise, où vas-tu habillé comme ça? Tu ne devais pas aller au bureau aujourd'hui? Sans hésitation, j'ai répondu calmement, je vais à l'entreprise de Julien. Je dois rencontrer son supérieur et avoir une discussion claire. Ma mère a dit d'un air inquiet, tu crois que ça va aller? Et s'ils ne veulent pas te recevoir, attendons encore un peu. J'ai coupé court à ces protestations. Je ne peux pas attendre. Reste à la maison, maman. Je m'en occupe. Sur ces mots, j'ai pris mon sac et me suis dirigé vers la porte. En entendant le claquement de mes talons sur le parquet, je me suis senti comme une guerrière partant au combat. Un combat pour la vérité, et un combat contre ma propre stupidité. Quelle que soit l'issue, quelle que soit la cruauté de la vérité, je devais savoir. L'immeuble de bureau où se trouvait l'entreprise de Julien, sans être ostentatoire, était propre et moderne. Je suis entré dans le hall, l'atmosphère était plus professionnelle et sérieuse que je ne l'imaginais. Je me suis dirigé directement vers l'accueil. L'employée assise au bureau était la même que celle à qui j'avais parlé la veille. « Bonjour, je suis Sophie Leclerc. Je vous ai appelé hier au sujet de Monsieur Julien Moreau. » J'ai sorti ma carte de visite et l'ai posée sur le comptoir avec assurance. Mon titre de « chef d'équipe marketing » avait un certain poids. L'employée a semblé un peu surprise par mon apparition, regardant alternativement ma carte et mon visage avec un air embarrassé. « Ah, oui, bonjour, mais je pense vous avoir déjà dit tout ce que je savais par téléphone hier. »« Je sais, » ai-je répondu d'une voix calme et autoritaire. Mais je ne suis pas venu pour réentendre la même chose. Je dois rencontrer le supérieur direct de M. Moreau. Face à mon attitude ferme et professionnelle, l'employée ne savait que faire. Elle a balbutié. « Ah, mais le chef d'équipe de M. Moreau est en réunion en ce moment. »« Ce n'est pas un problème, je peux attendre, » ai-je dit, en désignant un canapé dans un coin du hall. Mais il serait sans doute préférable pour votre supérieur de savoir que la famille d'un de ses employés attend ici, à cause d'une mutation aux circonstances peu claires. Je n'ai pas beaucoup de temps. Mes paroles étaient douces, mais la menace était palpable. Le visage de l'employée a légèrement pâli. Elle s'est empressée de prendre son téléphone interne et de murmurer quelque chose à voix basse. Un instant plus tard, elle a raccroché et s'est adressée à moi d'un ton beaucoup plus respectueux. « Veuillez me suivre. Monsieur Dubois, le directeur, va vous recevoir. » Elle m'a guidé le long d'un couloir. Devant une porte portant la plaque « Département Recherche, Développement », elle a frappé et m'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un homme d'environ 45 ans, portant des lunettes, à l'allure intellectuelle. Il s'est levé en me voyant entrer. « Madame Leclerc, bienvenue. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis Antoine Dubois, le supérieur de Julien Moreau. » Sa voix était calme et courtoise. Son attitude m'a un peu surprise. Il connaissait mon nom, et la façon dont il prononçait celui de Julien dénotait un respect qui allait au-delà de celui qu'on accorde à un simple subordonné. Alors que je m'asseyais, M. Dubois m'a servi lui-même une tasse de thé. « Je suis désolé pour ce désagrément. Normalement,
Nous aurions dû informer officiellement la famille, mais la nature spécifique du projet nous a obligés à suivre des protocoles de sécurité très stricts. Monsieur Dubois, allons droit au but. Qui est vraiment mon mari, Julien Moreau, et où se trouve-t-il actuellement? M. Dubois m'a regardé. Son regard était profond, difficile à sonder. Il a ajusté ses lunettes et a posé ses mains jointes sur la table. Madame Leclerc, avant de répondre à cette question, puis-je vous en poser une? Pendant les 4 années que vous avez passées avec lui, qui pensiez-vous que votre mari était? Sa question était comme un poignard en plein cœur. Je n'ai rien pu dire. La seule réponse dans ma tête était « Je ne sais pas », et cette vérité me remplissait de honte. Voyant mon silence, M. Dubois a poussé un léger soupir. Il semblait s'attendre à cette réponse. Il s'est tourné vers la fenêtre et a commencé à parler lentement, comme s'il se remémorait une longue histoire. Madame Leclerc, Julien n'est pas un simple technicien. Il y a 6 ans, il a intégré notre entreprise juste après avoir été diplômé major de sa promotion de l'école polytechnique. Au début, il était un programmeur ordinaire, comme les autres jeunes recrues. Mais en moins de 6 mois, nous avons compris que nous avions affaire à un diamant brut. Je sentais mon cœur battre à tout rompre en l'écoutant. Major de Polytechnique. Pourquoi n'en avais-je jamais rien su? Monsieur Dubois a continué, sa voix mêlée d'excitation et de fierté. La façon de penser de Julien était bien au-delà de celle de ses pairs. Il était capable de résoudre des problèmes d'algorithmie complexes sur lesquels toute notre équipe s'était cassé les dents. Il y a environ 2 ans, notre groupe était confronté à un défi majeur, l'optimisation de l'algorithme de traitement du big data pour notre produit phare. Nous avions investi des millions d'euros, engagé des experts étrangers, mais nous n'arrivions pas à trouver de solution. Le projet était sur le point d'être abandonné. Il a fait une pause et m'a regardé droit dans les yeux. C'est à ce moment-là, alors que tout le monde était sur le point de baisser les bras, que Julien, seul, a trouvé une approche complètement nouvelle. Il a conçu et prouvé un algorithme révolutionnaire. Non seulement il a résolu le problème, mais il a multiplié les performances du système par plus de 10. Grâce à sa découverte, notre groupe a économisé des centaines de millions, peut-être même des milliards d'euros en R&D, et a acquis un avantage concurrentiel absolu sur le marché. Ma tête bourdonnait. Des milliards d'euros. Cet homme que j'avais toujours traité d'incapable, de parasite, était celui qui avait créé une valeur aussi colossale. C'était incroyable, absurde. Et les 2000 euros de salaire, alors, ai-je demandé stupidement. C'était ma dernière tentative pour m'accrocher à ma vieille perception. Monsieur Dubois a eu un léger sourire, teinté de pitié. C'était le salaire de base stipulé dans son contrat de travail avec la filiale de Paris. C'était à sa propre demande. Il ne voulait pas attirer l'attention. Les bonus de projet, les stock options et tous les revenus versés aux experts de son calibre étaient payés directement par le siège à l'étranger. Je ne connais pas le montant exact, mais je peux vous dire que c'est de quoi acheter plusieurs appartements comme le vôtre. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Tout s'effondrait devant moi. L'arrogance, le mépris, les paroles insultantes que je lui avais déversées pendant 4 ans me sont revenues en mémoire, vives comme des lames qui transperçaient mon cœur. Ma mère et moi avions vécu, probablement grâce à l'argent qu'il gagnait, tout en le méprisant sans relâche. Il n'y avait pas de plus grande stupidité. Julien est un génie, a conclu M. Dubois, mais c'est un génie silencieux. Il ne se vante jamais, ne demande jamais rien. Il veut seulement se concentrer sur la recherche qui le passionne. À sa demande, nous avons gardé secrète sa véritable identité et respecté sa vie privée. Il m'a regardé d'un air significatif. Peut-être avons-nous un peu trop respecté sa vie privée, au point que même vous, Madame Leclerc, sa femme depuis 4 ans, n'étiez au courant de rien. Ces paroles n'étaient pas accusatrices, mais elles m'ont fait plus mal qu'une gifle. J'étais cloué à ma chaise. Tous les sons autour de moi avaient disparu, seules les paroles de M. Dubois résonnaient dans ma tête. Génie, major de Polytechnique, milliards, revenus colossaux. Ces concepts étaient si étrangers qu'ils ne pouvaient en aucun cas se connecter à l'image du mari que j'avais en mémoire. Voyant ma pâleur, M. Dubois a poursuivi d'une voix plus grave. Si je vous dis tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour me mêler de vos affaires familiales, mais parce que je pense que vous avez le droit de connaître la vraie raison du départ de Julien. Il a fait une pause, comme pour me laisser le temps d'encaisser le choc.
Après le succès de ce projet, le talent de Julien a attiré l'attention non seulement de la haute direction du groupe, mais aussi de certaines agences gouvernementales. Il y a quelques mois, il a été sélectionné pour participer à un projet technologique national stratégique, un projet qui aura un impact considérable sur l'avenir technologique et la sécurité de la France. L'ampleur de l'affaire dépassait de loin mon imagination. Un simple problème familial était désormais lié à des enjeux que je n'aurais jamais pu concevoir. Ce projet se déroule dans un centre de recherche isolé, situé dans les Alpes, sous haute surveillance militaire, a expliqué M. Dubois. Tous les participants sont des experts triés sur le volet. Pour garantir la confidentialité absolue du projet, ils ont tous dû signer un accord de sécurité spécial. Il m'a regardé droit dans les yeux et a insisté sur chaque mot. Julien a signé un accord pour une durée de 6 ans. Pendant ces 6 ans, il doit vivre et travailler exclusivement dans la zone du projet. L'utilisation d'appareils de communication personnelle est interdite, tout contact avec le monde extérieur est proscrit, et il ne doit divulguer aucune information à qui que ce soit, y compris sa famille. Toutes les communications sont contrôlées. C'est un sacrifice énorme, mais c'est une exigence essentielle pour garantir la sécurité du projet et de ses participants. 6 ans. Ce chiffre était un autre coup de massue sur ma tête. 6 ans sans contact, sans se voir. Cela signifiait que sa disparition n'était pas temporaire. C'était une séparation programmée, une séparation plus longue que la durée de notre mariage. Alors, pourquoi, le dernier matin, a-t-il dit qu'il partait au travail? Ai-je demandé d'une voix tremblante. C'était la dernière question qui me restait. Monsieur Dubois a hoché la tête, compréhensif. Selon le planning initial, il devait arriver au centre de recherche le lendemain matin. La mutation et toutes les procédures étaient déjà terminées avant les vacances. Ce matin, où il a dit qu'il partait travailler, c'était probablement un moment qu'il s'était gardé pour lui. Peut-être voulait-il revoir une dernière fois l'endroit où il avait vécu. Je ne sais pas avec certitude, mais je pense que c'était sa façon de vous dire adieu, silencieusement. Il ne pouvait pas vous dire la vérité, Madame Leclerc. Cela aurait été une violation de l'accord de sécurité dès le premier instant. Un adieu silencieux. Ces mots m'ont serré le cœur. Je me suis souvenu de son image, ce matin-là, debout près de la porte, disant d'une voix neutre et habituelle. Je pars au travail. Et moi, sans même me retourner, j'avais répondu distraitement. J'ignorais que c'était notre dernier instant, que j'avais manqué le seul adieu qu'il pouvait m'offrir. Mon indifférence de ce moment-là était devenue un péché impardonnable qui m'écrasait. Je ne me souviens pas comment j'ai quitté l'entreprise de Julien et conduit jusqu'à la maison. Tout autour de moi était flou, gris. La route familière que j'empruntais chaque jour me semblait étrangère. Dans la voiture, je serrais le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, mais je n'avais plus de force. Ma tête était un chaos d'images et de sons. Julien s'affairant dans la cuisine, Julien nettoyant silencieusement la maison, Julien s'occupant des orchidées avec soin, son visage concentré lisant ses livres techniques, son sourire doux après avoir réparé mon ordinateur, et par-dessus tout, la voix de M. Dubois, génie, major de Polytechnique, milliard, projet national, 6 ans. Ces images et ces sons contradictoires se heurtaient, brisant en 1000 morceaux tout ce que j'avais cru. Stupidité. C'était le seul mot qui pouvait me décrire. Une stupidité inimaginable. Moi qui me vantais d'avoir du flair, d'être doué pour évaluer mes partenaires, j'avais eu un diamant à côté de moi, et j'avais insisté pour dire que c'était une simple pierre. J'avais jugé la valeur d'un homme à l'aune de critères matériels, de statut social, d'une étiquette de 2000 € par mois, et je m'étais trompé. Terriblement trompé. Le regret m'a submergé comme un raz de marée. Ce n'était pas seulement le regret de ne pas avoir reconnu sa valeur, c'était le regret de la façon dont je l'avais traité. Chaque mot de mépris, chaque regard dédaigneux, chaque acte d'indifférence de ma mère et de moi, au cours des 4 dernières années, me revenait en mémoire. Il défilait comme un film au ralenti, chaque scène étant une lame qui me poignardait le cœur. Un parasite qui vit au crochet de sa belle famille. Un bon à rien à part ses mains. On l'a recueilli par pitié. Ces paroles cruelles étaient sorties de nos bouches. Nous avions piétiné la fierté d'un homme, d'un génie, d'un homme qui, peut-être, soutenait silencieusement tout ce foyer, avec notre arrogance et notre étroitesse d'esprit. La honte m'a envahi. Une honte si profonde que j'aurais voulu me cacher dans un trou de souris.
Comment avait-il pu supporter tout cela? Pourquoi ne s'était-il jamais rebellé? Peut-être que son silence n'était pas de la faiblesse, mais un profond mépris pour mon monde snob et borné. J'ai garé la voiture dans le parking souterrain et je suis resté assise un long moment. Je ne voulais pas sortir. L'appartement à l'étage, autrefois mon refuge, me semblait maintenant la scène de crime où j'avais infligé des blessures irréparables à cet homme. La douleur dans ma poitrine devenait de plus en plus nette. Une douleur lancinante, comme si des milliers de petites aiguilles me piquaient le cœur. Je savais que c'était le prix que je devais payer, et que ce n'était que le début. J'ai ouvert la porte et je suis entré. La maison était toujours en désordre et froide. Ma mère, assise sur le canapé devant la télévision, s'est levée brusquement en me voyant et m'a demandé d'un air inquiet. « Alors, tu as des nouvelles? Tu les as vues ?» Je n'ai pas répondu et me suis assise en silence sur le fauteuil en face d'elle, et je lui ai tout raconté. J'ai répété mot pour mot ce que M. Dubois m'avait dit, que Julien était major de Polytechnique, qu'il avait développé un algorithme valant des milliards, ses vrais revenus, et le projet national, l'accord de sécurité de 6 ans. Ma voix était sans émotion, comme si je présentais un rapport d'affaires raté, mais chaque mot que je prononçais me déchirait le cœur. En m'écoutant, le visage de ma mère a changé de couleur. La surprise a laissé place à la stupeur. Elle est restée bouche bée, sans pouvoir dire un mot. Quand j'ai parlé des revenus colossaux de Julien, ses mains se sont mises à trembler. Et quand j'ai évoqué l'accord de 6 ans et son adieu silencieux, son visage est devenu livide. Quand j'ai fini mon récit, un silence de mort a envahi la pièce. Ma mère, pétrifiée, a finalement réussi à articuler d'une voix rauque. « Non, c'est un mensonge. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Lui, Julien, ce simple technicien? C'est une plaisanterie, maman, ai-je répondu avec amertume. C'est la vérité que nous avons refusé de voir pendant 4 ans. Mon Dieu, a-t-elle crié en se prenant la tête entre les mains. Alors, tout ce temps, les dépenses de la maison, c'est être Julien qui payait tout? Sa question était exactement celle que je me posais. Où allait son immense revenu? Il ne dépensait pas en futilité, ne sortait pas. Cet argent avait probablement servi à payer discrètement le train de vie coûteux de cet appartement, les articles de luxe que j'achetais, les voyages somptueux de ma mère. À cette pensée, notre honte a décuplé. Non seulement nous l'avions méprisé, mais nous avions vécu au crochet de la personne que nous méprisions le plus. Ma mère s'est mise à pleurer. Un torrent de larmes de regret et d'humiliation. C'était la première fois que je voyais ma mère, toujours si forte et si fière, s'effondrer de la sorte. Elle se frappait la poitrine en sanglotant. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je l'ai traitée? J'étais une aveugle. J'ai chassé un lingot d'or de mes propres mains. En voyant ma mère pleurer, mon cœur s'est serré, mais je n'avais pas de larmes. Mes larmes semblaient s'être taries, ne laissant place qu'à une douleur et un vide infini. Ma mère regrettait d'avoir perdu le lingot d'or. Et moi, que regrettais-je? Sa valeur, ou le fait de réaliser que j'avais eu tort. À cet instant, je n'en étais pas sûr. Nous sommes restés assises là, ma mère et moi, noyés dans les remords. La vérité avait éclaté, mais loin de nous libérer, elle avait ouvert un abîme profond de regrets tardifs. Depuis ce jour, nos vies ont complètement changé. Les reproches et les critiques ont été remplacés par un lourd silence qui régnait dans la maison. La vérité sur Julien était devenue un immense miroir, reflétant notre égoïsme et notre étroitesse d'esprit, nous privant même du courage de nous regarder en face. Mais le silence ne résolvait rien. Le quotidien chaotique continuait, et nous devions faire face à la réalité. Un matin, je me suis levé tôt, et je suis allé dans la cuisine. Faire face à ces ustensiles inconnus me semblait plus difficile que de négocier un contrat de plusieurs millions d'euros. J'ai décidé de commencer par le plus simple, une purée. J'ai cherché une recette sur Internet et j'ai lutté avec les pommes de terre et l'eau. Ma première tentative a brûlé au fond de la casserole, la deuxième était liquide comme de la soupe. Ma mère a goûté une cuillerée sans rien dire, mais je savais que c'était immangeable. Pourtant, elle a fini son bol en silence. C'était quelque chose d'impensable auparavant. J'ai aussi commencé à apprendre à faire le ménage, laver le sol, nettoyer la salle de bain, faire la lessive. Ces tâches que je considérais autrefois comme insignifiantes m'épuisaient. Mes mains, habituées à taper sur un clavier et à signer des documents, sont devenues rêches et douloureuses. Ma mère aussi a changé.
Elle ne passait plus son temps devant la télé ou à bavarder avec ses amis. Elle a commencé à m'aider aux tâches ménagères et a appris à s'occuper à nouveau de son jardin d'orchidées flétries. Ma mère et moi, dans cette cuisine que Julien avait entretenue seul, réapprenions maladroitement les choses les plus élémentaires de la vie. Mais je savais que ce n'était pas suffisant. Ce n'était qu'une compensation tardive pour les besoins matériels que Julien comblait. Je n'avais pas encore effleuré son monde, celui des livres en version originale et des algorithmes complexes. Un soir, je suis entré dans la chambre de Julien. Je me suis assise à son bureau et j'ai pris délicatement l'un des livres qu'il avait laissé, Artificial Intelligence, A Modern Approach. J'ai tourné les pages, essayant de lire, mais les termes techniques et les formules mathématiques complexes étaient pour moi du charabia. Je ne comprenais rien. J'ai réalisé que la distance entre nous n'était pas seulement une différence de mode de vie, mais un abîme de connaissances et de vision. Il vivait dans un monde de logique et de grandes idées, tandis que j'étais immergé dans un monde de chiffres d'affaires, de performances et de relations sociales superficielles. Mais je n'ai pas abandonné. Je devais comprendre son monde. J'ai commencé par les bases. Je me suis inscrite à un cours en ligne d'informatique pour débutants et j'ai acheté des livres d'introduction à l'intelligence artificielle et à la programmation. Le jour, je travaillais, et la nuit, je lisais et j'étudiais, luttant avec des concepts inconnus. Je ne faisais pas tout cela dans l'espoir qu'il revienne et me pardonne. Je savais que c'était impossible. C'était mon chemin de pénitence. Un effort tardif pour me rapprocher un peu plus de ce qu'il était vraiment, un effort commencé seulement après l'avoir perdu pour toujours. Le temps a passé. 4 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais appris la vérité. Nos vies, à ma mère et à moi, s'étaient installées sur une orbite de repentance silencieuse. La maison n'était plus en désordre, même si ce n'était pas aussi parfait que lorsqu'il était là, et nos repas, bien que maladroits, étaient préparés de nos propres mains. Je travaillais toujours, mais après le travail, au lieu de soirées futiles, je rentrais à la maison pour me consacrer à mes livres et à mes cours en ligne. Mais je n'avais aucune nouvelle de Julien. J'ai envoyé des emails à son ancienne entreprise, j'ai appelé M. Dubois à plusieurs reprises, mais je n'ai reçu que le silence ou une réponse mécanique. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons fournir aucune information. L'espoir se transformait en désespoir. Je commençais à accepter le fait que je n'aurais être jamais l'occasion de lui présenter mes excuses. Puis, un samedi après-midi, alors que ma mère et moi nettoyions la maison, la sonnette a retenti. J'ai ouvert à un inconnu. C'était un homme d'une 50aine d'années, à la carrure robuste et au visage anguleux. Il m'a regardé d'un œil perçant. « Excusez-moi, vous êtes bien Madame Sophie Leclerc, l'épouse de Monsieur Julien Moreau ?» Sa voix était grave et ferme. Mon cœur a raté un battement. « Oui, c'est bien moi. Qui êtes-vous ?»« D'Esquisse-Larpe. Je m'appelle Legrand. Je viens de l'unité où travaille Monsieur Moreau. » Mon corps s'est mis à trembler. Son unité, c'était donc vrai. « Ah, entrez, je vous en prie. » J'ai bégayé en le faisant entrer. Monsieur Legrand a balayé la pièce du regard. Son attention s'est attardée un instant sur l'étagère du salon, où se trouvaient quelques-uns des livres de programmation que je venais d'acheter. Dès qu'il s'est assis, il est allé droit au but. « Madame Leclerc, ma visite aujourd'hui fait suite à des directives de mes supérieurs. Nous avons noté vos multiples tentatives de contact ces derniers temps. Conformément au règlement, le chercheur Moreau est en mission spéciale et tout contact extérieur lui est interdit. Cependant, en tant que son épouse légale, il est de notre responsabilité de vérifier certains points afin de nous assurer qu'aucun élément ne puisse perturber sa mission et son état psychologique. » Ces paroles étaient extrêmement formelles. J'ai compris que ce n'était pas une visite personnelle, mais une enquête. Il craignait que je puisse nuire à Julien ou au projet secret. Une vague d'amertume m'a envahi. Même après son départ, à leurs yeux, j'étais toujours un risque potentiel. Face au regard scrutateur de Monsieur Legrand, au lieu de l'humiliation que j'aurais ressentie autrefois, je n'ai éprouvé qu'une profonde tristesse. J'ai pris une profonde inspiration, les regardé droit dans les yeux, et j'ai dit « Je comprends vos inquiétudes, mais je n'ai aucune intention de nuire au travail de Julien. » Puis, comme si un barrage avait cédé, j'ai déversé tout ce que j'avais sur le cœur. Je n'ai cherché aucune excuse. J'ai raconté l'histoire des 4 dernières années, mon arrogance, mon étroitesse d'esprit, la façon inhumaine dont ma mère et moi l'avions traité. J'ai avoué n'avoir découvert sa vraie nature qu'après son départ.
Je sais qu'il est trop tard pour dire tout ça, ai-je dit la gorge nouée. Je ne demande même pas son pardon. Je voudrais juste avoir une seule chance de lui présenter mes excuses en personne. Lui dire que j'ai compris à quel point j'avais tort, que je suis sincèrement désolé. C'est tout. Après ça, j'accepterai n'importe laquelle de ses décisions. À côté de moi, ma mère s'était mise à pleurer. Elle a pris ma main et a dit à Monsieur Legrand en sanglotant : « Tout est de ma faute. C'est à cause de l'avidité de cette vieille femme. Julien était un garçon si bon, si doux. Je regrette tellement. Si seulement je pouvais remonter le temps. » La pièce s'est remplie des sanglots de ma mère et de mon silence. Monsieur Legrand nous a écoutés sans nous interrompre. Son regard sévère semblait s'être un peu adouci. Il a parlé après un long moment. Sa voix était moins froide qu'au début. « J'ai bien entendu votre histoire. Il ne m'appartient pas de juger vos affaires familiales. Cependant, je comprends votre sincérité. Je rapporterai fidèlement notre conversation à mes supérieurs. » Il s'est levé et a ajouté : « Le règlement est le règlement, je ne peux donc rien vous promettre. Mais je transmettrai honnêtement votre souhait, Madame Leclerc. » Avant de partir, il a laissé échapper une dernière phrase. Le chercheur Moreau est un atout précieux pour la nation, mais il est aussi un être humain. Nous souhaitons que nos collaborateurs aient un soutien stable à l'arrière. Je vous prie de le comprendre. La porte s'est refermée, nous laissant, ma mère et moi, dans un tourbillon d'émotions complexes. Ces paroles ne promettaient rien, mais elles avaient allumé dans mon cœur une faible lueur d'espoir, celle qu'un miracle puisse se produire. Un mois a passé. Chaque jour était une succession d'espoir et de déception. Chaque fois que la sonnette retentissait ou qu'un numéro inconnu s'affichait sur mon téléphone, mon cœur sursautait, mais rien ne se passait. La lueur d'espoir s'éteignait lentement. Puis, un après-midi, Monsieur Legrand est réapparu. Il avait toujours son expression sévère, mais je sentais quelque chose de différent dans son regard. « Madame Leclerc, je viens vous communiquer la décision de la direction. » J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. J'ai retenu mon souffle, attendant la suite. Après avoir examiné plusieurs facteurs, la direction a décidé de faire une exception. Nous vous accordons une occasion de rencontrer le chercheur Moreau. Je n'en croyais pas mes oreilles. Vraiment ? Oui, mais les conditions sont très strictes. La rencontre durera exactement 2 heures. Vous serez conduite à un lieu désigné et devrez suivre toutes les instructions. Et vous devrez signer un autre accord de confidentialité avant la rencontre. Ce que vous y verrez et entendrez ne devra jamais être divulgué à qui que ce soit. Acceptez-vous ? J'accepte tout, ai-je répondu précipitamment, les larmes aux yeux. 2 heures seulement. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était un temps plus précieux que tout au monde. Le jour J, je me suis réveillé à l'aube, après une nuit agitée. J'ai choisi les vêtements les plus simples, une chemise blanche et un pantalon beige. Pas de maquillage, juste les cheveux attachés sobrement. Je voulais qu'il me voie tel que j'étais maintenant. À l'heure convenue, une voiture noire sans plaque d'immatriculation s'est arrêtée devant l'immeuble. M. Legrand était assis à la place du passager. La voiture a quitté la ville, a pris l'autoroute et s'est finalement engagée dans les routes sinueuses des Alpes. Après plusieurs heures de route, nous sommes arrivés à un complexe de recherche moderne, entouré de mesures de sécurité drastiques. C'était le monde de Julien. On m'a conduit dans une petite pièce où se trouvait seulement une table et 2 chaises. 2 heures, a dit l'agent avant de fermer la porte. J'ai entendu des pas dans le couloir, la porte s'est ouverte, et Julien est entré. Il était plus mince, le teint hâlé, mais il semblait beaucoup plus solide et en bonne santé. Les cheveux coupés courts, une combinaison de travail bleu foncé. Le plus grand changement était son regard. Il n'était plus soumis et sombre, mais perçant et plein d'assurance. Ce n'était plus l'ombre de notre maison. C'était un homme complètement différent. Il n'a pas paru surpris de me voir. Il avait dû être prévenu. Il s'est assis calmement sur la chaise en face de moi. Son calme a brisé mon cœur. Tous les mots que j'avais préparés ont disparu. Seules les larmes coulaient sans fin. « Pardonne-moi » ai-je réussi à articuler en sanglotant. « Je suis vraiment désolé, Julien. » Je lui ai tout raconté. Comment j'avais découvert la vérité, les regrets de ma mère et les miens, mes efforts pour comprendre son monde en lisant ses livres. Je sais qu'il est trop tard. Je ne te demande même pas de me pardonner. Je veux juste que tu saches que j'avais tort, que je sais maintenant à quel point j'ai été stupide. Julien est resté silencieux pendant que je déversais mon flot de paroles entrecoupées de larmes.
Aucune émotion ne transparaissait sur son visage. Ce silence me faisait plus peur que n'importe quel reproche. Quand mes larmes se sont calmées, il a pris la parole. Sa voix, contrairement à avant, était grave et ferme. « J'ai entendu. Je ne t'en veux pas, Sophie. » Ces mots m'ont laissé sans voix. Il a continué, chaque mot étant une aiguille qui transperçait mes dernières illusions. « Je comprends pourquoi toi et ta mère m'avez traité ainsi. Tu as été élevée pour être une femme qui réussit, tu juges tout en termes de valeur matérielle et de statut. J'étais juste un technicien de province à 2000 € par mois. Dans ton monde, je n'avais aucune valeur, c'était logique. » Il m'a regardé droit dans les yeux et a énoncé la cruelle vérité. « Tu sais, Sophie, ton regret actuel ne vient pas du fait que tu as vraiment compris qui je suis. Il vient du fait que tu as découvert ma nouvelle valeur. Tu regrettes parce que tu as réalisé que la pierre que tu méprisais était en fait un diamant. Tu ne pleures pas parce que tu m'as fait du mal. Tu pleures parce que tu as perdu quelque chose de précieux. » J'étais pétrifié. Ces paroles étaient toutes vraies. J'avais commencé à changer après avoir entendu les mots de M. Dubois. C'est vrai, je regrettais d'avoir perdu sa valeur. Ce que j'attendais de toi, sa voix s'est faite plus lointaine. Ce n'était pas que tu reconnaisses mon talent ou mes revenus. Ça n'a pas d'importance pour moi. J'espérais seulement qu'un jour, tu me verrais pour ce que j'étais. Que tu m'acceptes comme un homme qui aime cuisiner pour sa femme, réparer les choses dans la maison et lire ses livres en solitaire. J'attendais cette simple reconnaissance, mais en 4 ans, je ne l'ai jamais reçue. Nous vivions dans des mondes aux valeurs trop différentes. Ce n'est la faute de personne. C'est juste que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Le seul lien qui nous unissait était un acte de mariage, et maintenant, il n'a plus de sens. » D'une voix douce mais inébranlable, il a rendu son verdict final. « Quand ce projet sera terminé, nous nous séparerons. C'est la meilleure solution pour nous deux. » Les 2 heures étaient écoulées. Je me suis levé, sans force. Avant que je ne me retourne, il a dit une dernière fois, « Prends soin de toi, Sophie. » Je n'ai pas pu répondre. J'ai quitté sa pièce, sa vie, le cœur en miettes, avec une prise de conscience trop tardive et trop douloureuse. Il avait raison sur toute la ligne. De retour à Paris, j'étais comme une âme en peine. Cette brève rencontre m'avait tout pris. Ma mère, en voyant mon état, a deviné l'issue et n'a rien demandé, se contentant de me préparer une soupe en silence. Nous sommes restés assises dans le silence. Il n'y avait plus de larmes de regret, seulement la résignation face à une réalité cruelle. La vie a continué, mais un vide que rien ne pourrait jamais combler s'est installé dans mon cœur. Je travaillais toujours, mais tout semblait avoir perdu son sens. Les chiffres d'affaires, les performances, les compliments des partenaires, les soirées mondaines, tout me paraissait creux et vain. J'ai réalisé à quel point les valeurs que j'avais tant poursuivies étaient vides. 6 mois plus tard, une enveloppe contenant les papiers du divorce est arrivée. Julien avait déjà signé. Il ne demandait rien. L'appartement où nous vivions, la voiture que je conduisais, l'argent sur mon compte en banque, même les actions de l'entreprise qu'il possédait. Il me laissait tout. Il est parti les mains vides. C'était son dernier acte pour montrer la différence entre son monde et le mien. Il était un homme qui n'avait pas besoin de ces choses. D'une main qui ne tremblait pas, j'ai signé les papiers du divorce. D'une simple signature, j'ai mis fin à 4 ans de mariage et à la plus grande erreur de ma vie. Depuis, ma mère est retournée vivre dans sa région natale, je suis resté seul dans ce grand appartement. Parfois, le soir, je vais dans sa chambre et je lis les livres qu'il a laissés. Je continue d'étudier. Non pas pour comprendre la technologie, mais pour comprendre un monde que j'ai tant méprisé et ignoré. J'ai payé un prix bien trop élevé pour ma stupidité. J'avais entre les mains la personne la plus précieuse, l'amour le plus silencieux et le plus généreux, mais par arrogance et ignorance, je l'ai rejeté. Le véritable amour ne réside pas dans les valeurs superficielles et apparentes, mais dans la compréhension, le respect et l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Je le comprends maintenant, mais il est bien trop tard.